Bonjour tout le monde, ici Monsieur Orlan pour le podcast La Geste d'Orlan. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui sent le soufre, à tout point de vue, puisque nous allons parler de la Nouvelle Carthage, de l'écrivain belge Georges Eckhard. Comment est-ce que je suis tombé sur le livre? C'est bien simple. Après ma lecture des aventures de Till Eulenspiegel, dont j'ai déjà parlé dans un épisode précédent, j'ai commencé à faire des recherches pour trouver davantage d'écrivains belges de cette période. Et ça me permet de dire ici la joie qui découle d'une découverte. Pourquoi? Parce que si on se donne la peine de chercher, eh bien, on remarque qu'une découverte entraîne bien souvent d'autres découvertes. Quand vous commencez à chercher, eh bien, vous mettez le doigt dans un engrenage. Mais attention, cet engrenage ne va pas vous faire du mal, c'est plutôt pour vous faire du bien. Donc, je vous encourage grandement, lorsque vous avez découvert une nouvelle chose, eh bien, de chercher ce qu'il y a autour. Vous savez, c'est un peu comme le fil d'une pelote de laine. Vous avez d'abord un fil, vous commencez à tirer, puis vous aurez toute la pelote qui va venir, hein. Donc, il suffit de chercher, de bien chercher, mais je suis là pour vous aider, parfois, à montrer de nouvelles choses, ou à rappeler des choses que vous connaissez déjà. Parfois, ça ne fait jamais de mal. Qu'est-ce que le livre raconte? Eh bien, l'histoire se passe dans la ville d'Anvers, c'est très important, dans la ville d'Anvers de la fin du XIXe siècle. Elle est divisée en trois parties. On a la première partie, Regina, sur 10 chapitres. Deuxième partie, Freddy Béjart, 9 chapitres. Et puis la dernière partie, Laurent Paridal, composé de 7 chapitres. Regina, Freddy Béjart et Laurent Paridal, ce sont trois personnages qu'on va rencontrer dans le roman. Alors, je vais raconter les choses dans l'ordre. On suit le jeune Laurent Paridal, qui est orphelin. Il est orphelin, très jeune, et donc il va être pris en charge, à la mort de son père, par son oncle. Son oncle, c'est pas n'importe qui, c'est un riche industriel qui a fait fortune dans le traitement des graisses naturelles. Et déjà ça, je trouve, ça en dit beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a un contraste évident entre ce monde bourgeois, haute bourgeoisie, hein, bien sûr, ce monde bourgeois extrêmement riche qui est tout d'image et de faux semblants, hein, qui veut paraître beau, poli, élégant, et de l'autre côté, on a ces graisses. Donc ça, c'est déjà intéressant. Deuxième élément qu'on peut dire, c'est que l'oncle de Laurent Paridal, il fait sa fortune en exploitant la graisse, c'est-à-dire en exploitant ce qui est organique. Vous comprenez? Et entre ce qui est organique, biologique et des êtres vivants, il n'y a qu'un pas. Vous voyez, cette double association de organique et de laideur, eh bien, ça dit beaucoup, en fait, de ce qu'est l'oncle de Laurent Paridal. Donc, bref, Laurent, il est élevé dans cette famille, autant le dire tout de suite, il ne s'y sent pas à sa place. Mais il va quand même tomber amoureux de sa cousine, Regina, qui, je dois le dire aussi tout de suite, ne l'aime pas. Regina, elle est attirée par le clinquant des salons mondains. Donc autant dire, elle va pas trop regarder Laurent. Alors Laurent, qu'est-ce qu'il va faire? Il est conduit par cette Regina. Eh bien, c'est pas grave, il va découvrir le monde ouvrier via l'usine de son oncle. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que ce qu'il découvre va le changer profondément. Il va voir la vérité derrière la richesse familiale. Il va enfin voir les conditions de vie des ouvriers, conditions de vie qui sont tout simplement déplorables. D'abord, ils exercent des métiers dangereux, l'usine tue littéralement, ils exercent des métiers abrutissants, sous-payés, et donc on est dans un monde où il n'y a que la survie. Vous savez, au fin 19e siècle, il y a beaucoup de personnes dans le monde bourgeois qui critiquent l'alcoolisme ouvrier. La question, alors l'alcoolisme, c'est pas beau, ça peut être partout hein, d'ailleurs. C'est pas beau, c'est une maladie, hein, donc on va pas fustiger les gens plus qu'il n'en faut. Mais aussi, on peut comprendre pourquoi ces gens s'arrosent d'alcool tout le temps. Parce qu'ils font un travail tellement dur, tellement harassant, tellement abrutissant, mais qu'ils doivent tenir, ces pauvres gens. Ils subissent des violences physiques, bien sûr, mais également des violences
morales, psychologiques. Ça, on n'en parle pas souvent. Mais elles existent. Et donc, il ne faut pas sous-estimer les violences morales qui peuvent tout autant détruire quelqu'un que des violences physiques. Bon, donc vous voyez, c'est un choc pour Laurent Paridal et ça va être important pour son développement dans le roman par la suite. Alors, revenons à Regina. Regina, je vous dis, elle n'est pas attirée par Laurent, mais elle va pas avoir un destin très chouette parce qu'elle va finir par se marier. Elle va se marier avec, pas n'importe qui, parce qu'elle va se marier avec une véritable crapule, le fameux Freddy Béjart. Pourquoi? Eh bien parce que Freddy Béjart, c'est l'associé de l'oncle de Laurent, et c'est un mariage, on va dire, presque de raison. Hein. C'est un mariage pour les affaires, si vous voulez. Et donc la pauvre Regina, elle est là. Oh, est-ce qu'elle est totalement contre ça? Ben, c'est son monde au fond. Vous voyez, ça lui permet aussi de vivre la vie qu'elle souhaite. Bref, Freddy Béjart, parce que lui, il est important, il n'a aucun scrupule pour exploiter les gens. Alors, déjà, il va conduire à la ruine l'entreprise de l'oncle de Laurent, ça, je peux le dire. Mais surtout, il va s'occuper plus tard d'une entreprise d'émigration. Vous m'avez bien entendu. En fait, il va profiter de la pauvreté, de la faiblesse et de la crédulité des pauvres gens en leur faisant miroiter des merveilles dans les Amériques. Donc en gros, il va commencer à faire des promesses, vous savez, de faire des richesses en Amérique, vous pourrez avoir un lopin de terre là-bas, enfin c'est l'Eldorado si vous voulez en quelque sorte. Hein. Évidemment, c'est tellement loin, les gens n'ont jamais vu ça, ben, ils y croient. Et donc ils abandonnent tout, ils payent pour la traversée qui se fait dans des conditions déplorables, et bien lui, il encaisse évidemment tout. Et ce qui leur arrive après, il en a rien à faire. Hein. En plus, ils sont loin, ils vont pas revenir, ils auront plus d'argent. Donc ça vous donne un peu, si vous voulez, une idée de ce qu'est ce personnage. J'en dis pas plus maintenant, on reviendra sur lui un peu plus tard. Laurent se détache de cette famille. Je vous dis, il ne s'y sent pas à sa place. Il voit ce monde bourgeois qui le dégoûte et il voit ce monde ouvrier qui est exploité par ce monde bourgeois. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers les ouvriers et les déshériter. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va découvrir Anvers. Alors, je dirais même les mauvais quartiers d'Anvers, parce que les beaux quartiers, il les connaît déjà. Et il trouve qu'ils sont pas très jolis, malgré le clinquant de ces quartiers. Donc, il va aller dans les mauvais quartiers, les quartiers chauds, si vous voulez, où il va dilapider son héritage avec tout ce que la ville compte comme mauvaises gens. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'il y a chez lui une fascination du vice et de la noirceur. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, mais enfin, c'est paradoxal, parce que d'un côté, il a vu la noirceur et le vice chez les grands bourgeois. Il voit ça. Donc c'est la même chose. Eh bien non, parce qu'elle lui paraît étrangère. Elle a une autre épice, si vous voulez. C'est intéressant de voir ça. C'est qu'on voit le mal ailleurs n'a pas le même goût que le mal chez soi. Il faut faire attention à ça. Parce que moi je vous dis, quand on est mauvais, qu'on soit riche ou pauvre, il n'y a pas de différence. La seule différence, si jamais on peut en trouver une, ben, elle réside dans la capacité et les moyens à disposition pour faire le mal. Quand on est riche, ben, on a plus de moyens que quand on est pauvre. Voyez, donc oui, potentiellement, on peut faire plus de mal ou du mal à plus de monde. Mais sinon, la noirceur, c'est la même partout. Je pense peut-être aussi qu'il y a un côté vulgaire qui sonne différemment. On a la vulgarité bourgeoise, bien sûr, mais on peut trouver de la vulgarité partout, et de nouveau, elle va prendre un goût différent. Bref, donc, il se perd, si vous voulez, un peu là-dedans, mais c'est très important pour le romancier, cette partie-là, parce que ça va amener quelque chose au récit, j'y reviendrai par la suite. Bon, revenons à Béjart, parce que l'affaire de Béjart tourne court. Voilà, son affaire d'émigration, ben, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'un des bateaux qui embarque tous ces malheureux vers leur nouveau paradis coule. Et il coule et au passage, il perd toute sa cargaison. Hein. Mais ne vous inquiétez donc pas pour ce pauvre Béjart. Par chance, il ne perd rien du tout dans l'aventure. Au contraire, grâce à une assurance qu'il avait contractée avant, eh bien, il fait
même un énorme bénéfice avec cette cargaison perdue. Et avec ce bénéfice, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter un lot de cartouches qu'il va démanteler, ou plutôt faire démanteler, pour récolter la poudre et le métal, et qu'il vendra séparément. Et alors, je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire, sauf pour vous dire qu'elle vaut le coup, et, allez, je vous le dis quand même, le roman se termine en véritable feu d'artifice. J'en dis pas plus, ce sera à vous de le lire. Bon, et pourquoi est-ce qu'on peut lire le livre? L'élément le plus directement visible, c'est le côté naturaliste du roman. Et ce côté naturaliste pourrait faire croire à se trouver en présence d'une sorte de petit Zola belge. Parce que on retrouve quoi dans le roman? On retrouve une volonté de montrer le réel dans toute son horreur, si vous voulez. On montre également le monde ouvrier, l'usine qui tue, qui broie, qui mange les gens qui y travaillent. On montre aussi la solitude de Laurent, c'est-à-dire son indignation et son rapprochement vers les pauvres, les déshérités. Ça, c'est des éléments qu'on peut trouver beaucoup chez Zola. Il y a tout ça, c'est vrai, et c'est déjà pas mal. Mais il y a beaucoup plus. Il faut faire attention quand vous lisez que un tel est le petit Zola de tel pays, etc. Parce que la couleur, je vous dis, est très différente. Si vous pensez lire Zola en lisant Georges Écode, eh bien, vous allez vous tromper parce que c'est pas vraiment ça que vous allez trouver. D'abord, il y a le style d'Écode. C'est, contrairement à Zola, une écriture pleine de lyrisme, pleine d'exubérance, avec la présence de belgicisme. Alors, les belgicismes, je suis toujours embêté de les nommer parce que, étant belge moi-même, je me rends pas compte que c'est des belgicismes. C'est en parlant avec des Français ou avec des gens d'autres pays que je me rends compte qu'on ne comprend pas les mêmes mots. Mais vous voulez un belgicisme? Allez, ça, je sais que c'en est un. C'est une clinche. Qu'est-ce que c'est qu'une clinche? Un magnifique mot, une clinche. Bah, les Français, ils disent une poignée de porte. Moi, ça m'a toujours semblé très exotique, une poignée de porte, une clinche. Alors, j'ai appris aussi que certaines personnes, vous voyez, en Belgique, on n'est pas toujours d'accord entre nous. Certaines personnes disent une clenche. Voilà, mon frère, il dit une clenche. J'étais très étonné, mais moi, j'ai toujours dit une clinche. Je préfère une clinche. Bref, vous dites ça comme vous voulez, mais sachez que le mot existe. Donc, la présence de belgicisme, la présence de ce lyrisme et de ces exubérances qui sont dans le vocabulaire, mais aussi dans la construction des phrases, hein, eh bien, ça va apporter une certaine couleur au récit. Une couleur, on pourrait dire régionale, locale, c'est-à-dire régionale, attention, hein, au sens que c'est implanté dans une région, dans un endroit. Et cette dimension régionale, elle est importante par la langue, c'est vrai, mais aussi par le roman lui-même, c'est-à-dire par l'action du roman, le récit. Pourquoi? Tout simplement par la géographie et l'évocation ainsi que les descriptions des quartiers populaires. Donc on a cette couleur locale qui est là, mais il y a plus. Quel est le personnage central du roman? Laurent? Vous avez envie de me dire Laurent, je suis sûr. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Le personnage central, celui vers qui tout revient sans cesse, c'est la ville elle-même. C'est Anvers. On avait déjà vu ça dans Bruges la morte de Rodenbach, hein. Si jamais ça vous intéresse, eh bien il y a un épisode qui a été consacré là-dessus. Mais Rodenbach et Georges Écode, c'est pas les seuls à faire ça. Par exemple, on trouve, et j'aimerais en parler un jour, on trouve ça aussi dans les villes tentaculaires de Verhaeren. Émile Verhaeren, c'est un poète belge de la même période, magnifique poète, alors qu'il a un destin tragique. Il a été tué par sa gloire. Mais vraiment, hein, littéralement. C'est-à-dire que c'est pendant la guerre, je pense, la Première Guerre mondiale, il est à Rouen, en tout cas il est à la gare, et il y a une foule d'admirateurs, je vous jure c'est horrible, il y a une foule d'admirateurs qui est sur le quai, il est sur le quai, il va prendre son train, et il y a une bousculade parce que les gens sont tellement excités de voir Émile Verhaeren qu'en fait, dans la bousculade, il tombe sur, sur la voie, sur les rails, et il y a le train qui lui roule dessus. Tué par sa gloire. Enfin, c'est terrible, hein, quand même,
quand on y pense. La mort, c'est toujours con, mais ah, nom de Dieu. Ça, c'est quand même triste, hein. Voyez, voilà, encore une des gloires belges emportées par les Français. Aïe, 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 c'est terrible, hein. Quand ils ne nous prennent pas des gloires, ils les tuent. Bon, hein, faut en laisser aux autres, hein, quand même. Bon, allez, bref, revenons à Anvers. Anvers, c'est aussi une chose que je vous ai pas dite. Ben, c'est pas seulement Anvers. Anvers, elle est le symbole d'autre chose. Elle symbolise la modernité et le capitalisme dans ce qu'ils ont de plus destructeur et de plus inhumain. Et c'est là que le titre prend tout son sens. Anvers, c'est la nouvelle Carthage. Et la nouvelle Carthage, évidemment, elle convoque l'ancienne Carthage, avec tout l'imaginaire qui l'accompagne. C'est-à-dire que c'est une cité incroyablement riche, florissante on pourrait dire, mais corrompue. Et parce que corrompue, condamnée à la ruine. On voit donc qu'il y a une coexistence entre des éléments naturalistes et symbolistes. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça aussi, ça change la couleur. Ce n'est pas que, vous comprenez, la couleur locale, la couleur de la langue ou la couleur de l'atmosphère, c'est aussi la couleur du roman lui-même. C'est pas tout à fait un roman naturaliste, c'est pas tout à fait un roman symboliste, c'est une sorte de mélange des deux. Et c'est une spécificité belge de cette période. En sachant aussi qu'on parle souvent de symbolisme belge, qui n'est pas exactement la même chose que le symbolisme français. Ça aussi, on pourra y revenir une prochaine fois. Et alors, en parlant de couleurs, ça c'est très intéressant parce qu'il y a une assimilation de plusieurs écrivains, et alors même musiciens, de cette période aux gloires picturales belges des temps les plus anciens. Et alors je dis écrivains et musiciens, bah, je peux même dire peintres, hein. Donc on a des écrivains, des musiciens, des peintres, des sculpteurs même du 19e, deuxième moitié du 19e siècle, eh bien, qui vont essayer de chercher une sorte de filiation avec les grands maîtres de la peinture flamande, c'est-à-dire Bruegel, Jordaens et, bien entendu, Rubens. Et en littérature, comment est-ce qu'on le voit? Eh bien, ça se voit surtout dans les descriptions. Le livre entier est une fresque de la société anversoise de la fin du 19e siècle. Toutes les catégories sociales sont passées en revue. L'aristocratie, la bourgeoisie, les mondes paysans et ouvriers, bien sûr, mais aussi les artisans et les artistes. Et alors à cet égard, j'aimerais vous lire un passage que j'aime beaucoup. C'est dans le chapitre La cantate. Et alors, c'est un passage assez spécial parce que Georges Écode va rapporter une sorte de concert par un artiste. Alors, il l'appelle, voilà, le musicien Rombaud de Vivellois. Donc ça, c'est le nom du compositeur dont on va jouer la cantate dans le livre. Et en fait, ce Rombaud de Vivellois, le modèle qui a été utilisé pour ce musicien, c'est un compositeur qui existe vraiment, c'est Peter Benoît. Peter Benoît, c'est un compositeur très important, compositeur belge, hein, flamand, très important surtout pour le nord du pays, parce qu'il va essayer de créer une musique flamande. Et il est très actif deuxième moitié du 19e siècle, et il va à Anvers justement regrouper tout, si vous voulez, toute une école de musiciens. Aussi, la musique qu'il joue, aujourd'hui, elle est moins accessible. Encore que la cantate dont il est question justement dans l'extrait que je vais vous lire, on peut l'écouter. C'est la Rubens cantate. Et vous voyez, Rubens, hein, le nom de Rubens revient encore. Rubens cantate. De mémoire, elle fait 45 minutes. Ah, je suis plus sûr. Mais j'ai dû travailler là-dessus beaucoup. Et j'avais tellement travaillé là-dessus dans mes recherches que, je vous jure, c'est vrai, je pouvais chanter la cantate de bout en bout. Alors, ça fait quelques années que c'est passé, donc j'ai un peu oublié, mais il reste le début. Alors le début, c'est vraiment c'est de la grosse musique, hein, c'est pom pum pom 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 pum pom 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 pu pom 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 pom. Bon bref, ça continue comme ça et ça gueule pendant 45 minutes. Et alors
vous dis, parce que cette cantate, c'est un monstre, c'est un truc énorme, et c'est fait pour les foules. Donc je vous donne tout le contexte, mais vous compreniez un peu bien ça. Et par exemple, lui, il fait des cantates avec 1000, 2000 musiciens. C'est normal. Il y a même des anecdotes où il a besoin de plusieurs chœurs, il a besoin des chœurs d'enfants, et donc ils vont vider toutes les écoles autour d'Anvers pour pouvoir constituer ces chœurs, parce que sinon il n'a pas assez de personnes. Bref, donc voilà, donc si vous voulez écouter sa musique, courage, mais c'est pas vrai, parce qu'il a quand même des choses qui sont intéressantes. Vous pouvez écouter l'Esco, alors en flamand c'est de Skjeld. Vous pouvez écouter donc la Rubens Cantate. Bah, ils refont hein, quand même en musique, ils ont enregistré pas mal de choses. Piano, vous avez pour son piano, vous avez, zut, comment c'est la Fantaisie? Fantaisie pour piano numéro 3, je pense. Celle-là, elle est encore. Ça, c'est beaucoup plus facile à écouter. Mais voilà, et vous avez la Rubens Cantate. Allez, dans la Rubens Cantate, vous avez aussi, je dirais, un air, c'est le Bayardlied. C'est l'air du carillon. Ah, pour être plus exact, c'est le chant du carillon. Et ça fait à peu près ça. Dan mochte Bejart spelen, van all utoren trans, dan mochte Gräset quälen, dan mochte Jonken dansen. Il faut imaginer que ce chant-là, il va être chanté plusieurs fois. C'est le chant de la joie, le chant de la paix, etc. Et c'est prévu dans la composition, hein, que le compositeur, donc il fait entendre plusieurs fois le chant, et puis à la fin, il ralentit tout pour que le public chante en même temps. Et c'est très important pour cette musique flamande, il faut que les masses soient d'accord, et donc elles participent activement à ça. Et ça crée un effet, mais vraiment formidable. Je trouve ça, enfin, en concert, ça doit être très saisissant. Et c'est ça que nous décrit justement Georges Ecode, une cantate, un concert qui a vraiment existé. Je trouve ça fascinant. Alors, je vais enfin lire. Cette année-là, Anvers inaugura les fêtes du 3e centenaire de la naissance de Rubens par une cantate de Rombaud de Vivellois, exécutée le soir en plein air sur la place verte. Laurent ne manqua pas de se rendre à cette cérémonie. Près de la statue du grand Pierre-Paul, les chœurs et l'orchestre occupent une tribune à gradins, disposée en arc de cercle au centre duquel trône le compositeur. Le square, ceint de cordeaux, est ménagé aux bourgeois. Le peuple s'écrasant alentour respecte la démarcation et les rues convergentes ont beau vomir de nouvelles cohues. Cette multitude effrayante paraît plus digne et plus recueillie encore que les spectateurs privilégiés et moins séditieuse que la déplaisante police, les encombrants gendarmes à cheval. Pas une contestation, pas un murmure. Depuis des heures, ouvriers et petites gens piétinent philosophiquement sur place, sans rien perdre de leur belle humeur et de leur sérénité. Quel fluide réduit au silence ces langues frondeuses, ces caboches turbulentes. Les bras se croisent placidement sur les poitrines haletantes de curiosité. Pressentent-ils, ces Anversois de souche robuste mais infime, la splendeur unique de la fête qui se prépare pour qu'ils y préludent avec cette onction? Les poupons sur les bras des ménagères s'abstiennent de vagir, et les chiens de rue circulent entre cette compacte plantation de jambes sans se faire molester par les gavroches, leurs tourmenteurs naturels. Et dans cet imposant et magnétique silence, au-dessus de cette mer étale, aux vagues figées, sur laquelle l'ombre bleue qui descend doucement, pleine de caresses, mais une paix, une solennité de plus, tombèrent tout à coup de la plus haute galerie de la tour, où les yeux essayaient en vain de discerner les héros d'armes, quelques martiaux éclats de trompettes à l'unisson. Les sopranis des villes sœurs, Gand et Bruges, hélèrent et acclamèrent à plusieurs reprises la métropole. Leur vivat, de plus en plus chaud et strident, était suivi chaque fois des appels un peu rauques de l'aérienne fanfare. Après ce dialogue, le carillon se mit à tintinabuler, d'abord lentement et en sourdine, comme une couvée qui s'éveille à l'aube dans la rosée des taillis, puis s'animant, élevant la voix, lançant à la volée une pluie d'accords de jubilation, un ensoleillement. Alors l'orchestre et les chœurs entrèrent en lice, et ce fut l'apothéose de la richesse et des arts. Le poète vanta le grand marché dans des strophes à l'emporte-pièce, par de sonores et hyperboliques lieux communs auxquels la mise en scène, l'extase de la foule, la musique de Vivellois prêtait une portée sublime. Les 5 parties du monde venaient saluer Anvers, toutes les nations du globe lui payaient humblement tribut, et comme s'il ne suffisait pas des temps modernes et du Moyen-Âge pour frayer à l'orgueilleuse cité sa voie triomphale, la cantate remontait à l'Antiquité,
et engageait pour massier et licteur les 40 siècles des pyramides. Tout, l'univers et le temps, la géographie et l'histoire, l'infini et l'éternité se rapportaient dans cette œuvre à la ville de Rubens. Et en fermant les yeux, on s'imaginait voir défiler un majestueux cortège devant le trône du peintre triomphal par excellence. Quand ce fut fini, quand les musiques de la garnison ouvrant la retraite au flambeau reprirent en marche le thème principal de la cantate, Laurent, pincé jusqu'au moelle, les fibres travaillées par on ne sait quel contagieux enthousiasme, momentanément dépossédé de son moi, emboîta le pas au soldat et s'ébranla avec la foule aussi suggestionnée, aussi surexcitée que lui, et dans laquelle exceptionnellement bourgeois et ouvriers confondus, bras dessus, bras dessous, entonnaient à l'unisson plein poumon le chant dithyrambique. Infatigable, Laurent parcourut tout l'itinéraire tracé au cortège. L'escorte ondoyante avait beau se renouveler, se relayer à chaque carrefour, l'exalté ne parvenait pas à la quitter. Cette musique de Vivellois l'eût conduite au bout du monde. Alors que d'autres se blasaient sur l'héroïsme de cette promenade aux lumières et s'éclipsaient par les rues latérales, lui se sentait de plus en plus d'intrépidité aux jambes et de flamme au cœur. D'ailleurs, d'autres manifestants remplaçaient ceux qui faisaient défection, et la physionomie du cortège variait avec les quartiers qu'il traversait. Le long de la rade et des bassins, Laurent sentit le coude à des matelots et à des débardeurs. Au cœur de la cité, il se mêla aux garçons de magasins et aux filles de boutique. Sur les boulevards de la ville neuve, il se retrouva avec des fils de famille et des commis de firmes souveraines. Enfin, dans les dédales du quartier Saint-André, habitacle de claques-dents et de va-nu-pieds, des gaillards en cheveux lui prirent familièrement le bras, et de fauves voyous, peut-être des reneurs, l'emportèrent dans leur farandole. Tout à Anvers, tout à Rubens, Laurent n'entendait que la cantate. Il en était rempli et saturé. Il reconduisit les musiques jusqu'à l'étape finale, triste et presque déçu lorsque les canonniers, étant descendus de cheval, soufflèrent les lanternes vénitiennes accrochées à leurs lances de bois et étouffèrent sous leurs bottes les derniers torches de résine. Bon, c'est joli, hein? Et c'est incroyable, hein, quand même, ce concert. Bon, et vous l'avez remarqué, sans doute, eh bien, vous avez eu un petit avant-goût de la cantate, puisque c'était le fameux Bayard-Lied. Voilà. C'est un enregistrement que j'ai trouvé sur YouTube. Bon, après, je vous cache pas que l'enregistrement, c'est un vieux chant, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais au moins vous aurez une idée de à quoi ça ressemble. Dernière chose, la Nouvelle-Carthage, c'est une métaphore de la cité moderne. Et en ce sens, elle interagit directement avec nous. Grâce à ces régionalismes, elle nous donne plus de vie et elle nous rappelle donc par cette vie ce qu'est la modernité. La modernité, c'est ce monstre qui avilit et détruit tout. Mais l'exemple de Laurent nous rappelle, sans pour autant nous obliger à le suivre pleinement, c'est en tout cas un conseil que je vous donne, que l'on peut échapper à son milieu social, on peut échapper, je dirais même, à son moi, et que l'on n'est pas contraint de reproduire les erreurs de nos aînés. Je vous souhaite bonne lecture et vous dis à la prochaine.